Donc moi, je vais vous présenter rapidement un exposé sur le stockage et la portabilité des données au regard du RGPD. Donc je pense que le RGPD, ça a quand même empêché de dormir certaines personnes ici ces derniers temps. Donc il est rentré en application le 25 mai 2018. Donc tout d'abord, il faut resituer un peu les enjeux. Donc le projet HUT, ça va être l'occasion d'étudier le développement des objets connectés. Et justement, cette démocratisation des objets connectés, leur accessibilité va conduire énormément de gens à s'équiper et va augmenter la quantité de données qui vont être collectées de manière exponentielle. Sachant que du coup, on va avoir des données qui sont simplement collectées, mais comme on l'a vu aussi, des données qui vont être traitées et qui seront elles aussi stockées. C'est pour ça qu'on fait le lien avec la mémoire, parce que justement, on est confronté aujourd'hui à une problématique dans laquelle on va avoir une très grande quantité de données, il va falloir savoir lesquelles sont pertinentes à sauvegarder, etc. Donc c'est ce sur quoi on va s'interroger rapidement ici. Donc là, je ne vais pas revenir une troisième fois sur la notion de données qui justement est assez complexe. Moi, j'avais fait le choix de mettre la définition du dictionnaire Larousse parce que justement, tout ce qui est loi informatique et liberté, on n'a pas de réelle définition du terme. On l'a dans l'arrêté que nous a présenté Agnès Robin ce matin, mais voilà, sans plus de détails. Il y a même certains auteurs qui considèrent que c'est une métanotion, donc pour renvoyer aux métadonnées, voilà. En droit, on va préférer commencer par se poser la question du régime qui sera applicable. Donc on va déjà réaliser une espèce de typologie des données entre les données personnelles et les données non personnelles pour procéder à une définition. Donc moi aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des données personnelles parce que Agnès Robin vous a parlé ce matin de tout ce qui était données de recherche. Donc du coup, là je vous ai remis rapidement la définition. Donc elle était déjà mentionnée par l'article 2 de la loi informatique et liberté, elle a été reprise par l'article 4 du RGPD. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est tout ce qui permettra d'identifier de manière directe ou indirecte une personne physique. L'idée, ça va être de dire qu'on peut ramener ça à son identité nominative, mais pas seulement. Donc effectivement, on peut m'identifier en tant que Gwenaëlle Donadieu, mais on peut aussi m'identifier en tant que adresse MAC de mon téléphone, adresse IP de l'ordinateur, etc. Et ça, c'est très important parce que ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'à il y a assez peu de temps, finalement, il y avait encore une grosse interrogation par rapport à la qualification des adresses IP. Et justement, là, on est dans une extension du champ d'application qui fait qu'on va appliquer le régime des données personnelles à un très grand nombre de données. Oui. Merci. Voilà, donc comme je l'ai dit, on va distinguer les données personnelles des données non personnelles, sachant que ça, c'est les données, c'est leur nature première. Après, le responsable de traitement, une fois qu'il a collecté les données, peut choisir d'en modifier la nature. Dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit on va avoir des données qui vont être pseudonymisées, soit des données qui vont être anonymisées. Donc la notion de données pseudonymisées, elle a fait sa grosse entrée avec le RGPD, donc où du coup on a une définition qui est précise à l'article 4, où effectivement ça va être toutes les données qui en l'état ne permettent pas d'identifier l'individu dont elles émanent, mais qui par contre, avec l'ajout d'un sel de chiffrement qui est possédé probablement par la même entité, etc., permet de procéder à la réidentification. L'idée c'est que dans le cas de l'anonymisation, on n'est plus dans des données personnelles parce qu'il ne sera jamais possible de réidentifier la personne dont les données ont été collectées. Dans la pseudonymisation, finalement, on est dans un cas où la donnée, elle est quand même plus sécurisée dans le sens où elle a été modifiée, ou par exemple, dans le cadre de l'affaire JCDecaux, c'était des adresses MAC où on avait ajouté un sel de chiffrement pour qu'on ne puisse plus revenir à l'adresse MAC initiale. Mais finalement, l'anonymisation, elle n'était pas réelle, parce qu'on peut avoir une donnée qui, aujourd'hui, est totalement anonymisée. Ça ne veut pas dire qu'elle va le rester dans les 3 prochains mois, dans les 6 prochaines années, etc. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment de faire la distinction entre ces deux éléments parce que tout le régime juridique applicable sera différent. Dans un cas, on a l'identification qui est possible, donc avec les données pseudonymisées, on va rester dans le régime des données personnelles. Donc le responsable de traitement devra obtenir le consentement des individus, devra les informer de tous leurs droits, etc. Alors que dans le cas des données anonymisées, comme on ne pourra jamais remonter à la personne dont les données ont été collectées, finalement, il n'y a pas besoin de l'informer que les données vont être collectées. Jusque-là, c'est bon, j'ai perdu personne.
Donc l'affaire JCDecaux, ça a été finalement l'occasion, donc on en avait parlé pendant le séminaire sur le tiers de confiance, donc je vous renvoie à la publication des actes pour ceux que ça intéresse. Justement là, on s'est rendu compte que finalement la CNIL considère, enfin la CNIL et le Conseil d'État considèrent que les données sont jamais réellement anonymisées. On peut avoir au mieux une pseudonymisation, mais du coup on va toujours appliquer le régime des données personnelles. Donc aujourd'hui, on va aborder 2 points principaux, le stockage des données personnelles et ensuite les droits dont disposent les individus sur ces masses de données. Donc sur le stockage des données personnelles, on avait déjà des éléments qui étaient prévus par la loi informatique et liberté à l'article 6. Par principe, on ne peut pas conserver les données de manière perpétuelle. Le traitement, il est fait pour accomplir une finalité. Donc après, à partir du moment où la finalité a été accomplie, les données doivent être supprimées. Ça, c'est le principe de l'article 6. On a des exceptions qui sont à l'article 36, où là, donc, ça va être quand les données présentent un intérêt en termes de recherche scientifique, d'archives, de recherche historique et de recherche statistique. Donc dans ces cas-là, il y a d'autres cas qui sont limitativement énumérés. Dans ces cas-là, on pourra les conserver de manière perpétuelle. Donc tout ça, ça a été repris et précisé par le RGPD aux articles 5 et 89. On va voir rapidement le cycle de vie du stockage des données, pour que ce soit un peu plus clair et pour voir comment ça, finalement, ça va s'organiser par rapport aux données de recherche. Tout d'abord, la première étape du cycle de vie du stockage des données, ça va être la base active. Donc ça va être pendant la durée du traitement. C'est finalement au moment où les données ont été collectées, vont être modifiées pour aboutir, par exemple, au service qu'attend l'usager. Donc si c'est par exemple sur le réfrigérateur connecté, par rapport à la gestion du stock, donc toutes les données vont être finalement dans cette base active. Une fois que la finalité du traitement elle est accomplie, à ce moment-là on arrive dans la phase de l'archivage intermédiaire. Cette phase, elle est spécifique dans le sens où là, il y a déjà un premier tri des données qui va être effectué. Seules les données qui sont pertinentes à conserver sur le long terme vont être sauvegardées avec un accès restreint, donc c'est-à-dire que tout le monde n'aura pas accès à ces données. Tous ceux qui y avaient accès dans la base active n'auront pas forcément accès dans l'archivage intermédiaire. Donc là-dessus, il y a quand même un certain nombre de spécificités. Sachant que là, vraiment, pour bien situer, on n'est plus dans l'accomplissement de la finalité pour laquelle les données ont été collectées. Là, on va être dans du travail scientifique, de l'archivage historique, etc. Et enfin, on arrive au dernier archivage, c'est l'archivage définitif, où là, c'est seulement pour les données qui présentent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des données pour la science, pour les statistiques, en termes d'archivage. Et c'est vraiment très spécifique et codifié par le livre 2 du Code du patrimoine. Donc là, on n'est même plus dans des codes de la propriété intellectuelle, on est vraiment sur des trucs qui vont avoir attrait à l'archivage et au stockage perpétuel. Ensuite, donc sur ces éléments, en fait, clairement, on a cette masse de données, on a une base active dont on ne peut pas évaluer la durée. Comme tous les intervenants l'ont dit quasiment, quand vous collectez une donnée, personne n'est capable de dire pour combien de temps on la collecte. Là, par rapport au projet HUT, on va être dans une configuration où les données qu'on va collecter, enfin en tout cas les données personnelles de ce type-là, ça va être pour du plus ou moins long terme, dans le sens où, typiquement, si c'est pour le réfrigérateur connecté, ça va être pendant toute l'expérience de HUT 1. Mais après, les données pourront peut-être être utilisées en termes de statistiques pour l'alimentation, etc. Donc là-dessus, il est quasiment impossible de savoir combien de temps va durer ne serait-ce que la base active. C'est pour ça que logiquement, il a fallu que les individus aient des droits sur ces données et puissent les modifier même si elles sont encore dans la base active. Donc c'est ces droits qu'on va explorer rapidement maintenant. Donc on va voir le droit d'accès, le droit à la rectification, la grosse innovation du RGPD qui est le droit à la portabilité et le droit à l'effacement. Donc le droit d'accès, c'est l'article 39 de la loi informatique et liberté, l'article 15 du RGPD. Basiquement, ça va être ce qui va permettre aux individus d'avoir accès à leurs données. Il peut s'exercer de manière directe ou indirecte. De manière directe, c'est moi qui contacte le responsable de traitement pour une application, pour lui demander quelles sont les données qu'il a sur moi, à qui elles sont communiquées, si elles sont envoyées hors de l'Union européenne, pour quelle finalité il les a encore en sa possession, etc. Donc là, c'est vraiment une relation qui est directe avec le responsable de traitement, qui doit répondre, qui doit fournir ces informations et qui permet du coup d'avoir une réelle idée des données qui sont possédées sur nous.
Ensuite, on a le droit d'accès indirect. Là, ça va être, par exemple, si j'ai envie de savoir les données que l'État possède sur moi, en termes de défense, en termes de sécurité nationale, etc. Où là, je vais contacter la CNIL pour qu'elle vérifie la véracité des informations qui sont conservées par l'État. Ensuite, on a le droit à la rectification, qui va finalement avec le droit d'accès, parce que finalement, soit on observe un changement dans notre situation personnelle, ou que justement ça justifie une évolution en termes de coordonnées, par exemple, ou de situation familiale, etc. Soit on considère que les informations qui sont conservées, dont on a eu connaissance avant, ne sont plus les bonnes, ou sont conservées de manière illicite, alors que le traitement est terminé, ou sont fausses. Donc à partir de là, on a le droit de les modifier. La grosse innovation du RGPD, c'est le droit à la portabilité. Donc le droit à la portabilité a été anticipé par la loi pour une république numérique, donc à l'article 48, sachant que c'est le fait pour n'importe quel usager d'un service de demander à ce que ces données soient transmises au futur responsable de traitement qu'il va solliciter. Concrètement, en application de l'article 48, ça va donner quoi? C'est par exemple pour les messageries, les boîtes mail. Donc là, imaginez que vous êtes chez Gmail, vous voulez passer chez Outlook, vous avez totalement le droit de demander à Gmail de communiquer toutes vos données à Outlook pour ne pas avoir à repartir de zéro chez Outlook. L'idée, c'est de fonctionner sur le même principe que la portabilité du numéro de téléphone. C'est le même esprit, mais appliqué à une plus grande échelle. Donc là, avec cette anticipation de la loi pour une république numérique, on avait déjà une prise en compte en termes de messagerie, sachant que pour tout ce qui est finalement le reste des données personnelles, il y a un renvoi qui est effectué au RGPD. Donc ce renvoi, c'est à l'article 20, donc ça va toucher tous les types de données. Typiquement, pour reprendre l'exemple du réfrigérateur connecté, imaginons que vous ayez un réfrigérateur Samsung, vous voulez passer chez LG, vous avez votre réfrigérateur depuis 6 mois, vous êtes allergique à plein de choses, vous faites un régime sans acide, sans sucre, etc. Bref, ça fait 6 mois que votre réfrigérateur a pris en compte toutes vos spécificités. Là, vous vous rendez compte que vous voulez changer d'écosystème, que celui-là, il est moche, il ne vous plaît plus. Donc, vous allez vers LG, imaginons. Donc, vous les contactez. Au lieu de repartir de zéro chez LG et de repasser encore 6 mois à rentrer à chaque aliment, non, ça, je ne peux pas parce que je suis intolérant à je ne sais pas quoi, etc. Là, vous pouvez demander à Samsung de transférer tout votre régime alimentaire, toutes vos spécificités à LG. Sachant que sur les modalités de mise en œuvre, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Le principe, c'est ça. L'idée, c'est d'éviter l'effet de locking, donc d'éviter que les consommateurs restent bloqués dans des relations où justement les objets ne sont pas interopérables entre eux, etc. Donc, sur la mise en œuvre concrète, on a pour seule idée les guidelines qui ont été émises par le G29. Le G29, c'est un groupe de réflexion qui rassemble des représentants de chaque CNIL de l'Union européenne, de chaque État membre de l'Union européenne, et qui réfléchissent sur les modalités de mise en œuvre du RGPD et de toutes les normes européennes. Sachant que là, du coup, ils ont dit que finalement, il fallait que ce soit aux responsables de traitement de faire preuve d'imagination, d'inventivité, pour être en mesure de communiquer ces données. Donc sinon, les seuls conseils qu'ils ont donnés, si jamais ça vous concerne, si vous avez énormément de contenu à transférer, c'est le streaming. Sinon, c'est le DVD ou de graver sur un CD. Donc voilà, encore une fois, on peut reboucler aussi sur le langage, où il faut savoir, enfin, il faut se poser la question dans quel langage vont être communiquées les données qui vont être transférées. Est-ce que ça va être lisible par l'autre opérateur? L'autre point problématique, c'est sur les données brutes. Est-ce que ça va être simplement les données que vous avez rentrées ou est-ce que ça va être l'information valorisée qui a été générée par le réfrigérateur? Parce que cette information valorisée peut démontrer de votre savoir-faire, etc. Donc cette problématique, elle n'est pas encore tranchée. Donc c'est pour ça qu'on attend avec grande impatience de mettre en œuvre ce droit-là, notamment de réfléchir avec le projet UT. Enfin, le dernier droit, ça va être le droit à l'effacement. Donc là, typiquement, ça va être lié à la notion de consentement. Si vous êtes par exemple dans une relation avec un prestataire de traitement et que vous voulez un responsable de traitement et que vous voulez changer et que par exemple vous retirez votre consentement, là à partir de là vous avez droit à ce que vos données soient effacées, à ce que plus aucun traitement ne soit effectué pour l'avenir, ce qui est logique. À partir du moment où il n'y a plus votre consentement, il n'est plus question que l'entité garde vos données. Donc ça existait déjà, ça a été remis de manière un peu plus autonome dans le RGPD, mais voilà.
Donc globalement, le projet HUT, ça va nous permettre de nous interroger sur le stockage de tout ça, sur la mise en œuvre concrète de tous ces éléments-là et surtout sur l'application technique et pratique de tout ça. Parce que là, en tant que juriste, effectivement, on a les textes, on sait à peu près comment les mettre en œuvre, mais pour l'instant, on a très peu de jurisprudence sur ces questions-là. Et on a besoin de ces échanges avec justement des informaticiens, avec les industriels, etc., pour savoir comment on peut s'assurer de la mise en œuvre la plus efficace possible de tous ces éléments. Hop, voilà. Donc, on a vu tous les nouveaux droits offerts à l'usager vis-à-vis de ces données. Ouais. Et il y a aussi un volet que je n'ai pas vu passer, le P de RGPD, la protection. Donc, c'est toutes les nouvelles obligations de protéger, de se mettre en capacité de respecter ce qu'on a promis finalement à l'usager. On a vos données, on les a dans la base active, on les a dans la base sauvegarde. Il n'y a que nous qui pouvons y accéder. Comment on fait pour garantir cette promesse? C'est un des volets aussi, à mon avis, pour le projet. Mais là, du coup, j'avais pas le temps de tout traiter. Il y a aussi tout ce qui est aspect consentement, où c'est vraiment les grosses innovations du RGPD, c'est en termes de protection sur le consentement, où du coup, voilà. Le fameux consentement explicite. Exactement. On a déjà reçu certains mails où il disait « Si vous ne répondez pas, c'est qu'on pense que vous avez dit oui ». Non. Non, ils se sont fait rattraper en fait. Non, il faut que ce soit un acte positif et que ce soit indépendant des conditions générales d'utilisation. Donc là-dessus aussi, on travaille sur ça pour le projet HUT, sur la manière dont on va pouvoir s'assurer du consentement au moment de l'entrée dans les lieux des locataires. Parce que justement, c'est une vraie question. Comment, sur un acte à part, on va réussir à garantir le consentement? Et c'est pour ça que tout l'aspect psychologie aussi est très important pour qu'on ait un consentement vraiment libre et éclairé. Et le consentement des visiteurs et des amis. Exactement. Donc tout ça, c'est dans les actes du tiers de confiance, si ça vous intéresse. On fait un peu de pub, hein, mais voilà. Maintenant qu'ils sont presque publiés. C'est ça. Je rebondis un peu là-dessus parce que Charles Titus en a parlé un peu ce matin en disant déléguer la question du consentement aux organismes de santé, mais en innovation thérapeutique, effectivement, pour travailler avec l'Institut Gustave Roussy là, sur le cancer. Et donc parfois, il y a un gros problème entre patients et médecins ou institutions qui veulent faire prendre des innovations thérapeutiques à leurs patients sans franchement qu'il soit vraiment le consentement éclairé. Donc effectivement, cette notion de consentement éclairé vient rajouter quand même une dimension assez forte, parce que là en plus on parle de questions informatiques, je suis pas sûr que les gens peuvent en savoir beaucoup plus que comme pour la médecine. Donc il y avait ça. J'ai eu juste une précision, quand vous disiez que tout était pseudonymisé maintenant, c'est-à-dire que l'anonymisation, ça existe encore dans le RGPD ou c'est exclu? En théorie, ça existe. Après, avec l'affaire JCDecaux, il y avait quand même un procédé d'anonymisation qui avait été mis en œuvre qui était assez solide et qui a été considéré comme seulement de la pseudonymisation. Donc c'est pour ça. Après, ça sera du cas par cas et voilà. Mais on n'a pas, pour l'instant, c'est les balbutiements, donc on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Là-dessus, en théorie, ça existe encore. Mais après l'affaire JCDecaux, il y a énormément d'auteurs qui ont dit que non, c'était c'était qu'un concept, parce que effectivement, que ce soit sur le plan de la temporalité de la technique, on ne peut pas le garantir sur le très long terme, l'anonymisation. Et là, sachant que par exemple sur l'affaire JCDecaux, on avait le sel de chiffrement qui était possédé par une autre entité. Donc voilà, mais sauf que comme il existait encore, on pouvait procéder à la désanonymisation des données et donc on n'était que dans de la pseudonymisation. Après, on a des données qui émanent jamais d'individus et qui là, du coup, sont pas... voilà. Mais dès que c'est une donnée personnelle qui a été modifiée, on sera plus dans de la pseudonymisation. Oui. Même au niveau juridique, on pourrait quand même se poser la question, même si c'est anonymisé, si à partir du moment où je suis l'émanation de la donnée, il n'y a pas de raison que si quelqu'un valorise ces données et la monétise, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas en bénéficier. Ouais. Donc, mais là, on revient même sur la question de la monétisation. Oui, tout à fait. Mais où là-dessus, il y a énormément de travaux aussi pour savoir quel statut accorder aux données. Est-ce qu'on peut les monétiser ou pas? Il y a énormément de travaux. Moi, j'ai juste une question. Le fameux droit à l'effacement en tant qu'usager, comment il se propage finalement dans les archives et les sauvegardes incrémentales? Ouais, c'est ça, là, après, c'est un plan technique, hein, c'est justement... Parce que... Quand on sauvegarde tous les 6 mois de façon incrémentale toutes les informations qu'on a eues, est-ce qu'on doit remonter tous les backups pour réeffacer juste les données d'une personne? Ça, la CNIL, on n'a pas encore forcément la réponse et j'ai pas eu de volet non plus. Est-ce qu'il y a une tolérance juridique en disant, bon, de toute façon, on la détruira un jour, cette bande ou pas?
est-ce que déjà elle était conservée de manière licite? Tout à fait. Non mais ça après... Parce que voilà, s'il y a des cas où pour l'instant, en termes de protection des données, il n'y avait pas du tout de consentement de données. Donc on a des organismes qui possèdent des données sur des gens alors que les gens ne le savent même pas. Donc effectivement, si eux demandent le droit à l'effacement, bah, de toute façon ces données elles ne devraient pas exister. Donc... Mais après sinon, sur des données conservées de manière licite, là-dessus, je ne sais pas.